Bonjour, c'est Drawer et on se retrouve pour l'ultime guide des films d'horreur, épisode 3. Donc j'avais fait le numéro 1 qui était le niveau pour les poules mouillées, donc les films très accessibles on va dire pour commencer sa culture du cinéma d'horreur. J'ai fait un niveau 2 avec les indispensables, avec les films qui selon moi sont indispensables. Personne n'est indispensable. Et là pour le niveau 3, en fait je me suis rendu compte que y avait des incontournables encore qui étaient plus propres aux années 80-90, je pense, avant de passer dans un niveau 4 et devaient être présentés sur ma chaîne. Donc j'en ai déjà parlé voilà, dans d'autres vidéos, mais je pense que là, faire une vidéo synthétique de tous ces films-là était pour moi important. Si vous tombez sur ma chaîne ou que vous aimez déjà mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça m'encourage à poster plus de vidéos, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Si vous avez vraiment trop d'argent, vous pouvez aller sur mon Tipeee pour me laisser quelques piécettes. Ça vous débloque du contenu non censuré. Ça, c'est pas manger des hannetons. Merci d'avance. Hey buddy, I love you. On commence tout de suite avec un film de Brian De Palma. Brian De Palma, aka je coupe mon écran en deux, je fais des split screens, des scènes en même temps. Dans Carrie, vous pourrez retrouver ça. Et d'ailleurs, même sur l'affiche, on peut voir ici que c'est déjà du split screen. Elle a coupé l'affiche en deux. Avant, après. Donc voilà, donc Carrie, c'est l'histoire d'une ado qui est dans une école, qui se fait bully, qui se fait harceler comme pas possible parce qu'elle est rousse. Déjà, ça c'est mal de se moquer des roux, mais à l'époque ça se faisait beaucoup. Elle vit avec une mère complètement éclatée au sol, qui est complètement catho et qui lui dit des dingueries, qui veut pas en gros que sa fille vive son adolescence. Et elle est très castratrice si je puis dire. Et donc Carrie passe un mauvais moment à l'école, elle a ses premières règles, elle comprend pas. Bon bref, elle est en pleine adolescence, elle est pas du tout aidée par sa mère avec qui elle vit seule d'ailleurs. Va s'en suivre une scène anthologique qui est spoilée d'ailleurs un petit peu sur l'affiche, mais bon, moi je vous la spoilerai pas plus, mais en gros, ça s'appelle Carrie au bal du diable, c'est-à-dire qu'elle va être invitée au bal par un beau garçon, sauf que ça va très mal tourner. Billy, I hate Carrie White. C'est le film du harcèlement, c'est le meilleur film du harcèlement, et en plus là, dernièrement, truc horrible dans l'actualité, une gamine de 11 ans qui était harcelée à l'école s'est pendue dans sa chambre. Comment on peut avoir la maturité à 11 ans pour se mettre la corde au cou dans sa propre chambre? C'est horrible. Apparemment c'était la prof, mais aussi les élèves qui la harcelaient. Bon, je ne sais pas, j'en sais pas plus sur l'affaire, c'est tout frais là. Le harcèlement est un vrai problème et le traiter dans l'horreur, avec en plus une dose de surnaturel parce que Carrie a des pouvoirs de télékinésie si je dis pas de conneries, elle peut déplacer les objets par la pensée et ça crée des trucs de fou. Donc adaptation d'une œuvre de Stephen King, Carrie est franchement un super film et il est hyper bien réalisé, tout est bien dans ce film, à voir si vous n'avez pas vu évidemment parce que il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on aime dans l'horreur, c'est un film intelligent et c'est un film avec une tension énorme qui va crescendo et puis en plus notre ami Sissy Spacek joue vraiment divinement bien. Et Piper Laurie aussi. Piper Laurie qui joue la mère est complètement fucked up quoi. Excellente. Si vous n'avez pas vu Carrie, rattrapez-le. Alors que je fasse ça, après vous allez faire des gifs animés. Vous êtes plutôt du genre gay? Film suivant, Candyman. Candyman, réalisé par Bernard Rose. Alors Bernard Rose, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, hein, c'est le seul film que j'ai vu de lui. Donc c'est un film avec Tony Todd qui nous a quitté il y a pas longtemps, qui joue le Candyman. Donc le Candyman, c'est un boogeyman fantastique qui est dans un ghetto, voilà, et puis il y a en gros des nanas qui vont faire une espèce de documentaire, alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, elles vont dans le ghetto, et puis il y a Candyman qui est un tueur, qui a une histoire avec des abeilles, je sais plus comment, voilà, c'est bon, je veux pas rentrer dans les détails parce que je crois que c'est du spoil, il a été tué par un truc d'abeilles, il revient, et donc Candyman c'est parce qu'il attire les jeunes avec des bonbons, et après il les tue, donc il y a des meurtres d'enfants dans cette cité, c'est une blanche et sa pote qui vont dans la cité, et donc voilà, donc c'est un petit peu investigation, et fantastique avec ce boogeyman qui a un crochet en plus et sa longue veste et tout, c'est voilà, donc c'est très fantomatique, c'est très mystérieux et puis voilà, avec son crochet, il fait flipper quoi. Enfin moi il me faisait flipper quand j'étais gosse. Ce film était beaucoup dans les vidéoclubs, il était beaucoup loué dans les vidéoclubs. D'ailleurs la plupart des vidéos que je vous montre, enfin des films que je vous présente sont des films de vidéoclub des années 80-90 qui ont bien marché. Très bon film. Il y a eu un remake qui était beaucoup moins intéressant là, dans le bestiaire du cinéma d'horreur, voilà, que Candyman, Tony Todd est vraiment hyper important. Ça parle de racisme, c'est une nouvelle de Clive Barker qui a été adaptée, donc Clive Barker c'est un auteur et réalisateur
qui est très connu dans le cinéma d'horreur, notamment avec Hellraiser. The Hellbound Heart, c'est la nouvelle qui a inspiré Hellraiser. Bon, j'en parle dans une des vidéos, dans la vidéo d'avant, notamment, dans la vidéo Level 2. Et donc c'est le fameux boogeyman où tu prononces son nom 5 fois devant un miroir, il apparaît derrière toi et bam, il te fiste. Donc, He looked in the mirror and he said, Candyman. Beetlejuice, Candyman, un peu même façon d'opérer. Enfin, je parle pas pour le fist évidemment, mais voilà, pour l'appeler en tout cas. Beetlejuice c'est 3 fois, lui c'est 5 fois, faut être un peu plus déter. Moi j'ai adoré, maintenant c'est à vous de me dire. Le prochain film c'est Evil Dead. Alors j'avais envie de prendre Evil Dead 2 parce que Evil Dead 2 est un peu un remake du premier avec des moyens un petit peu différents. Mais bon, j'ai mis le premier parce que c'est le premier tout simplement et qu'il est tout aussi bien avec moins de budget. Donc film de Sam Raimi qui a fait aussi Spider-Man, voilà pour ceux qui connaissent plus ce côté-là. Super réalisateur qui a amené plein d'idées dans le cinéma d'horreur. On y découvre bien sûr Bruce Campbell qui est un personnage du cinéma d'horreur adoré parce que c'est Ash et qu'il met la fameuse tronçonneuse sur son bras et que c'est trop cool, il a son fusil à pompe et tout, il picaillait, enfin je dis picaillait mais c'est pas ça, c'est groovy. Il picaillait, c'est Bruce Willis qui est un personnage de film d'horreur aujourd'hui maintenant, peu cher. Tu t'habilles très précise, bâtard. C'est une des premières histoires un peu clichés où en gros il y a un groupe de jeunes qui va dans une cabane au fond des bois, ils vont trouver un livre maléfique qui s'appelle le Necronomicon. Necronomicon Ex Mortis. Et quand ils vont lire celui-ci avec une bande audio et tout, ça va invoquer des démons et ils vont se faire posséder par les démons petit à petit, donc ils vont tous être possédés et ça va être le joyeux bordel. Donc c'est très gore, c'est très fun, il y a du fun dans le 2 est beaucoup plus fun. Mais le 1, il a un truc vraiment weirdo et que j'aime trop quoi, il a un truc artisanal qui est incroyable. Aux effets spéciaux, on retrouve Tom Sullivan qui a travaillé aussi sur les autres Evil Dead. Il a même travaillé sur les Tales from the Crypt et aussi sur Darkman. Mais on retrouve aussi un assistant aux effets spéciaux, Greg Nicotero, qui fera notamment les effets spéciaux sur Walking Dead, sur From Dusk Till Dawn, qui est Une nuit en enfer, Planet Terror, The Mist, Green Inferno, enfin bon, il a fait plein de trucs, le mec pèse. Et il pèse 610 000 briques. Mais bon, ça c'est quand ils étaient jeunes quoi, donc c'est trop bien, ça a dû cacher quoi. Alors je vous avais parlé dans une autre vidéo d'un film de John Carpenter qui était Halloween évidemment, Halloween qui est son plus connu on va dire, mais il y a aussi The Thing qui est pas son plus connu mais qui est pour moi, enfin qui est un de ses plus connus évidemment, tout le monde le connaît quand on aime un peu l'horreur. Si vous le connaissez pas, attention, je ne juge pas, je ne juge pas. Et de l'ASMR, arrête. The Thing de John Carpenter, pour moi c'est le meilleur, c'est mon préféré en tout cas. C'est inspiré d'une nouvelle aussi de John W. Campbell. Voilà, peut-être que tu le lis et que tu connais. C'est un film qui parle donc d'Américains qui sont dans une station en Antarctique, ou en Antarctique je pense. Et en fait, ils travaillent là-bas et à un moment il y a des extraterrestres qui arrivent et ces extraterrestres prennent la forme, ces espèces d'extraterrestres polymorphes, je sais pas si on dit ça, mais ils peuvent prendre la forme de plusieurs personnes, ils peuvent prendre la forme d'un chien, ils peuvent être dans le corps d'un humain, et donc du coup ça va créer une paranoïa parce qu'on sait pas où l'extraterrestre, ou le virus, si on peut dire que c'est un virus, se trouve, et donc voilà, donc ils savent pas si il y en a qui sont infectés ou pas, et donc ils vont essayer de savoir où se trouve l'extraterrestre pour l'anéantir, et voilà, donc c'est un gros film de paranoïa et de body horror, parce que en termes d'effets spéciaux, on retrouve Rob Bottin qui est un artiste d'effets spéciaux hyper balèze. Vous avez peut-être déjà vu ces trucs avec les bestioles avec les pattes, les chiens qui ont des têtes cheloues, ou alors le truc qui ouvre le corps et qui mange la main et qui coupe les mains. D'ailleurs le mec avait vraiment pas de bras. Enfin, j'avais fait je crois une vidéo sur The Thing, j'ai probablement fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la voir, je la mets en pin, je sais pas si on dit ça. Quand je rentre ma pine, je vais jusqu'en fond de la gorge. Pardon, mais Rob Bottin, si tu connais pas, il a travaillé sur les effets spéciaux de Robocop, de The Fog, de Seven, et j'en passe. Le mec est trop fort, pour moi dans ce film il met tout son art dans nos yeux, il jette son art dans nos yeux comme ça. Voilà, c'est vraiment le film où tu te dis, dans le cinéma d'horreur, les CGI, c'est quand même beaucoup moins bien que les effets spéciaux pratiques. Tout est fait à la mano, c'est incroyable. Un de mes films d'horreur préférés, je pense, voilà, je recommande. It, donc It, c'est ça. Alors vous avez peut-être vu les versions remakées avec Skarsgård dans le rôle du clown. Georgie, meet Pennywise. Mais ici, on a Tim Curry qui est... Skarsgård est très fort en clown, ça. Mais celui-ci, en fait, c'est un téléfilm. Donc, c'était un téléfilm en 2 parties. Donc, il était en 2 parties à l'époque. Réalisé par Tommy Lee Wallace, donc 1990, ok. Pour moi, c'est le clown le plus creepy. Il a un côté creepy, il joue trop bien, Tim Curry. Et puis, il y a le côté téléfilm.
donne une sensation réaliste parce que tu regardes ça dans ta télé à l'époque où j'ai vu ça à la télé, j'avais l'impression que je regardais presque un found footage. Alors c'est pas du tout un found footage, c'est pas du tout filmé caméra, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le grain de la télé VHS, de la télé cathodique rendait le truc plus vrai. Et ça a créé une coulrophobie, donc c'est la peur des clowns chez beaucoup de gens. Mais de quoi ça parle? Alors en fait ça parle d'enfants qui font face à Pennywise, donc qui est le nom du clown, et qui essayent de le combattre. Celui-ci prend la forme de leur cauchemar. Donc voilà, il va stimuler leur cauchemar pour les terrifier. C'est un peu comme dans The Thing, sauf que là, c'est pas, il se transforme pas dans des corps, mais dans des cauchemars. C'est un peu plus conceptuel, mais c'est tout aussi flippant. Et donc les gosses vont essayer de lutter contre ça. Donc le film est en deux parties. La première partie, c'est quand ils sont enfants. La deuxième partie, c'est quand ils sont adultes. Ils vont essayer de combattre le clown aussi. Et c'est incroyable. Adapté aussi d'un roman de Stephen King. Décidément, Stephen King est partout et a inspiré beaucoup de bonnes adaptations. Faudrait peut-être presque que je fasse une vidéo sur Stephen King tellement il y a d'adaptations qui sont quali. Truc qui est marrant aussi, petit fun fact, c'est que les enfants qui jouaient avec Tim Curry ne l'avaient jamais vu habillé en clown, et quand il est arrivé, c'est là où ils ont tourné les scènes et ils l'ont découvert, et donc leur peur est réelle quand ils le découvrent. Je trouve ça trop marrant. Ça crée des traumatismes, mais c'est marrant. Donc celui-ci a un petit peu révolutionné les mini-séries télévisées, on va dire, même si c'était qu'une série en deux parties. Il y a eu énormément de téléspectateurs quand c'est sorti, et ça a contribué à mettre en avant les nouvelles de Stephen King et les romans quoi au cinéma. Donc ouais, donc c'est un film qui a quand même marqué une époque, et je trouve qu'il est important, et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Alors Chucky, Child's Play, la poupée de sang, est un film de 1988 réalisé par Tom Holland. Alors Tom Holland qui d'ailleurs, je fais un petit lien, a aussi réalisé des adaptations de romans de Stephen King, Les Langoliers notamment. Donc c'est l'histoire d'un tueur au début du film, hein, je spoil rien, qui va se faire arrêter par la police et qui va par un acte vaudou se réincarner dans une poupée, Chucky notamment, et cette poupée va être achetée par Andy, le petit garçon. Le truc c'est que pour retrouver son apparence humaine, le tueur qui est dans Chucky va devoir refaire du vaudou, et ça marche qu'avec un enfant. La mère va essayer de protéger l'enfant, elle va se rendre compte que la poupée fait des dingueries évidemment, et donc le film parle de ça. Et c'est énorme parce que c'est un petit peu les parents qui veulent protéger les enfants, c'est l'innocence, c'est l'enfant qui fait confiance à sa poupée, et donc et la poupée est meurtrière, donc il y a vraiment le contraste, toujours le contraste enfant possédé ou parce que là c'est quand même une poupée enfant quoi, qui est avec un enfant, donc il y a vraiment toujours le contraste enfance poupée. Et puis c'est un peu le film qui a un peu lancé les films de poupées creepy, même s'il y en a eu déjà avant, mais celui-ci il a bien marqué les années 80. Je trouve qu'il est vraiment excellent. En plus la poupée de Chucky, elle parle mal, c'est parce que c'est un mec à l'intérieur, un vieux mec tueur, donc elle dit des saloperies, et je trouve ça trop marrant que la poupée elle soit là et elle dise des dingueries. Et dans les suites, il y a plein de suites, il y a toute une saga, il y a même une série. Hi, I'm Chucky. La poupée de Chucky est devenue un personnage emblématique des films d'horreur, donc il faut voir l'original pour se rendre compte un petit peu de la portée de tous les autres films qui vont être vachement plus axés sur l'humour que celui-ci. D'ailleurs, la voix de Chucky, la poupée, a été faite par Brad Dourif, que vous pouvez retrouver ni plus ni moins que dans Lord of the Rings, Blue Velvet, Vol au-dessus d'un nid de coucou, je l'adore dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans les Aliens, enfin il a fait 1 milliard de trucs ce mec. Dans l'Exorcist 3, il est incroyable aussi, et on le retrouve dans il fait la voix de tous les Chucky en fait. Il a fait beaucoup de nanars aussi, oh la vache. Et il joue dans le premier Dune de Lynch. Mississippi Burning, il était très bien celui aussi. Bref, je m'écarte. Ensuite, nous allons parler de Vendredi 13, Friday the 13e, réalisé par Sean S. Cunningham. Le film qui a pompé Halloween, évidemment, mais qui a amené un nouveau boogeyman culte, qui est Jason Voorhees. Il amènera Jason Voorhees, mais si vous n'avez jamais vu Vendredi 13 et qu'on vous a jamais spoilé, je vous invite à le découvrir. Je ne vous spoilerai pas, mais il y a un truc intéressant dans ce film qui est une espèce de révélation. En gros, c'est un gosse qui s'appelle Jason et qui est dans un camp, attention, un camp d'été, un camp de vacances pour enfants. Oh là là, on n'est pas dans le pianiste. Il a un accident, il se retrouve noyé suite à l'inadvertance et à la non-vigilance de moniteurs qui étaient en train de faire du sexe. Et il faut pas faire du sexe dans les films d'horreur, on le sait bien, sinon c'est punissable, et ils vont être punis. Ils vont être assassinés les uns après les autres. Donc c'est un slasher, pure tradition du slasher. Regardez Vendredi 13 le premier si vous l'avez pas vu, c'est probablement un des meilleurs, même si j'aime beaucoup Vendredi 13 à Manhattan, mais ça c'est autre chose. Peut-être dans une autre vidéo les films qui sont pas trop aimés mais que moi j'aime beaucoup. En tout cas celui-ci, franchement il faut le voir, il est incontournable. C'est le titre de la vidéo, c'est incontournable. D'ailleurs c'est marrant de se dire que Sean S. Cunningham est celui qui a fait le Vendredi 13 le premier, mais pas, il en a fait aucun des autres. Hein.
Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi le début donc des slashers qui vont se dire on peut gagner un max de thunes en investissant pas beaucoup. Ce film a coûté genre 500 000 $, il a rapporté 60 millions je crois, un truc complètement fou. Il a lancé toute une chier de slashers à la con derrière. Enfin pas tous à la con, hein, mais il y en a beaucoup. Il a aussi amené le fameux son du qu'on retrouve dans toute la saga, et le masque de hockey de Jason arrivera par contre dans le chapitre 3, donc voilà, dans celui-là, il n'y aura pas de masque, ni dans le deuxième d'ailleurs, le masque culte de hockey viendra plus tard. En tout cas, regardez Vendredi 13, numéro 1, excellentissime. Un petit film de Dario Argento, qui est un réalisateur d'horreur très connu, qui a fait des films de type giallo, donc les giallo, c'est des films italiens un peu thriller, on va dire, qui sont issus de livres qui s'appellent les giallo parce que la couverture était jaune. C'est des thrillers, c'est des enquêtes plus ou moins. Suspiria est son plus connu et très probablement son meilleur, même si j'aime beaucoup Profondo Rosso. Suspiria parle d'une nana qui arrive en Allemagne dans une école de danse, sauf que dans cette école de danse, il va y avoir des meurtres et des trucs chelous qui vont se passer. Elle va se rendre compte très rapidement qu'il y a des sorcières qui font des trucs occultes au sein de l'académie de danse, on va dire. Ça va partir en couille, fatalement. Donc le film est excessivement beau et il est reconnu pour être joli au niveau de la photographie, au niveau de son image. Il y a les rouges et les bleus, c'est un film qui est esthétiquement dans des couleurs très avec des couleurs primaires, on va dire. Le rouge, le bleu, le jaune pour le giallo. La musique rend le truc, donc la musique c'est de Goblins, et donc le film a une vraie ambiance horrifique, tout en ayant un mystère à résoudre. Voilà, donc le film est un peu comme un cauchemar, c'est un film d'horreur psychologique, il s'est inspiré d'un conte et tout. Donc il y a vraiment une ambiance un peu atmosphérique, très étrange, on se sent happé, on se sent comme dans un cauchemar, comme je vous ai dit. C'est trop bien. Suzy, la meuf qui arrive dans l'école, est jouée par Jessica Harper, qui joue trop bien, et son rôle est mémorable. Donc du coup, aussi c'est important de voir quand il y a des bonnes actrices qui jouent ou des bons acteurs. Là, pour le coup, pépite. Je vous propose un film de Roman Polanski qui est évidemment aimé de tout le monde. Eh ben non, c'est faux parce que c'est un vilain violeur. Rosemary's Baby est quand même un film qui a marqué une époque. Donc je vous en parle parce que j'aime beaucoup ce film et que il vaut le coup d'œil. Il faut pas oublier un petit peu ce film, voilà, qui est joué par Mia Farrow. Ça se passe dans un immeuble. Elle arrive, elle débarque et puis il y a des vieux qui arrivent et qui lui disent ouais, en fait ça va? T'as besoin d'aide, le loyer est gratuit, pas de problème, on vient, on te fait des gâteaux. Là, les vieux sont tout le temps là à lui casser les pieds. Et en fait, ce sont des vieux qui, petit à petit, vont s'immiscer dans sa vie et vont vouloir faire en sorte qu'elle soit enfantée par Satan et qu'elle est le fils de Satan qui sorte de... T'as compris. Voilà, donc c'est un film qui parle de paranoïa, encore, qui parle d'intrusion dans la vie privée et bien sûr de manipulation mentale. Donc c'est un film d'horreur psychologique, encore, moi j'aime trop l'horreur psychologique, et il y a une vraie tension, le final est formidable, il y a une image qui reste marquée dans la tête pour la vie, dans la rétine, dans ce que tu veux, dans ton huc même, mais c'est pas un film qu'on peut oublier. Donc le côté paranoïaque, on sait pas si c'est elle qui devient folle ou si c'est vraiment des vrais événements qui se passent, voilà, il y a vraiment ce truc là, puis c'est super bien réalisé, il y a une très belle photographie, enfin tout va bien. La musique aussi, on l'oublie pas. En plus, le film peut faire débat sur le contrôle patriarcal, sur notamment la grossesse. Vous savez qu'il y a plein de pays où on ne peut pas avoir d'interruption de grossesse volontaire. C'est interdit, voilà, l'avortement est interdit. Là, pour le coup, je pense qu'elle aurait bien aimé avorter, mais donc découvrez ce film Rosemary's Baby si vous l'avez pas vu. Il y a eu un remake qui a été fait il y a pas longtemps. C'est de la merde, ne le regardez pas. Nous allons parler de Braindead de Peter Jackson, qui a fait bien sûr Le Seigneur des Anneaux. J'ai envie de dire Le Silence des Anneaux tout le temps, c'est un enfer. Donc pareil, comédie horreur, un peu comme Evil Dead, je vous en ai parlé, parce que quand il y a Dead dedans en général, bon, c'est le film s'appelle Dead Alive d'ailleurs, je crois en VO. Alors le scénario est très con, c'est un gars qui vit avec sa mère qui est hyper possessive, voilà, là tu vois, c'est un peu l'inverse de Rosemary's Baby. Les femmes peuvent être possessives aussi, et donc du coup, ils vont ensemble dans un zoo, il se fait mordre par un singe, qui est un singe mutant, qui va faire qu'en sorte, ça va créer une épidémie qui va créer des zombies, il va y avoir des zombies partout, et c'est ça, un petit peu le projet. Sauf que c'est une comédie et qu'il y a des hectolitres de sang dans ce film, je pense qu'il a tenu le record pendant longtemps du film le plus sanguinolent. Il y a un bestiaire et des monstres qui sont fous, notamment une vieille, un bébé,
voire même un prêtre qui fait du kung-fu. Enfin voilà, il y a des trucs dingos. Si vous n'avez pas vu Branded, franchement, c'est un des meilleurs films gore et drôles qu'on peut avoir. Il date de 1992, donc vous avez vu comme il est vieux. Pourtant, je trouve que ça reste un des meilleurs et un des plus cultes, un des plus drôles et franchement un des plus réussis. Donc si vous ne l'avez pas vu, ben, courez et regardez-le entre potes. Faites-vous une soirée Branded. Ne le regardez pas seul, quoi. C'est un film. Si vous pouvez le voir avec des copains et que vous ne l'avez jamais vu, faites-le découvrir à vos copains, copines. Régalez-vous, quoi. Ce film est fou. C'est fou la vie. Hein. Voilà, là encore une fois, c'est un film qui est fait avec aucune CGI, tout est fait en pratique, les effets de sang, les effets de latex, tout est fait en pratique, donc c'est trop cool quoi. Moi j'adore quand il y a des effusions de sang et qu'on voit un petit peu la matière, le latex et tout, moi ça me plaît quoi, j'aime le latex. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces films vous auront plu. Si vous avez vu cette vidéo en entier, vous pouvez me laisser en commentaire le mot singe mutant, comme ça je saurai. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment, que vous avez vu tous ces films. Si vous les avez pas vus, ben c'est encore mieux, comme ça vous pourrez les découvrir. Et puis revenez me voir pour me dire s'ils vous ont plu. Je réponds aux commentaires très souvent. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Venez dans mon Instagram, je mets des stories et tout. Et puis c'est cool parce que, voilà, plus proche de la communauté, mieux c'est. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. J'ai déjà dit bisous. Bisous. Là j'ai déjà... Bisous. Relou le mec. Allez, un petit bisou. Allez. Bisous.